J'écoute, je note. Est-ce que tu redis à voix haute pour trouver le rythme? Oui, c'est clair qu'au moment de la relecture, de la réécriture, tout ça, je prononce les dialogues dans la pièce. Je prononce tout, de toute façon, je prononce tous les paragraphes. Je prononce toutes les phrases du bouquin, chaque mot. Et souvent, je décompte les pieds comme si je faisais de la poésie, quoi. Et j'aborde souvent un paragraphe avec un projet comme ça, musical. En me disant, ah, ce paragraphe-là, j'ai envie qu'il soit... Parce que c'est la fin, par exemple, d'une période plutôt douce, d'une page. Je veux que ce paragraphe-là explose. Et donc, j'y mets des implosifs, je cherche des synonymes, je remplace tous les mots un peu doux par des mots... Bismarck. Et puis, de la même façon, avec les dialogues, évidemment, je les prononce dans la pièce parce que je veux pouvoir les lire et tout de suite être certain que c'est vrai, quoi. Donc, que ça sonne comme le vrai son d'une époque, d'un lieu. Il y a quelques années, j'ai pris l'avion, j'habitais en Europe déjà depuis quelques années, et puis je suis allé à l'aéroport. Et là, en marchant dans un couloir, j'ai croisé un groupe de 4 Québécois, 2 mecs, 2 nanas, qui étaient avec leur bagage. Et là, ils se parlaient comme ça de rien, tu sais, de ce dont on parle quand on prend l'avion, quoi. Ouais, j'espère que ne sera pas en retard, là, t'as-tu checké tes bagages? Et là, le son, le rythme et la virilité, la vivacité de notre langue m'a été soudainement rappelé, quoi. Ça m'a frappé comme un trait. Wow, Une illumination. Ça n'a rien à voir. Parce que j'ai toujours aimé la langue québécoise, j'ai toujours embrassé, je l'ai toujours façonné, j'ai toujours incluse dans mes ouvrages. Mais là j'étais parti depuis longtemps, puis tout à coup, je n'avais pas entendu depuis très longtemps des dialogues comme ça sur le vif. Et puis ça m'a frappé comme on a du rythme, quoi. Notre langue a vraiment beaucoup de rythme. C'est une langue de travailleur, c'est une langue d'ouvrier, c'est une langue de fermier, c'est une langue de tous les jours. Puis quand on regarde un film de Spike Lee, on se rend compte à quel point certaines ethnies, si tu veux, du demi-monde états-unien ont développé justement un rythme, on dirait, pour... c'est même pas conscient, mais c'est quelque part une sorte de subversion de la vie des faibles, quoi. Et c'est une façon pour les faibles de dire on n'est pas faible du tout. Ça donne un beat, tu sais. Yo, my man, what's going on, boy? Puis là, c'est... Oui, tu sens quasiment le rythme musical en arrière de ce qu'il dit. Puis le Québécois, c'est comme ça. C'est vraiment un super beat, là. Tu sens que les phrases sont prévues pour avoir un beat, puis ça s'enchaîne. C'est tout des petits wagons de beat qui font des locomotives, qui se branchent à des locomotives de beat, qui font des trains de beat. C'est vrai, quoi. Puis c'est pas le cas de la langue parlée par les Français en général. Les Français ont vraiment majoritairement avalé la langue télévisuelle. Et la langue télévisuelle, elle a peu de rythme, elle est très morte, elle est très ennuyante. Ils reprennent pour beaucoup... J'adore les Français, attention, je ne suis pas en train de casser du sucre sur le dos des Français. Au contraire, non, mais c'est... ils ont un peu tendance à tous adopter la même formule. Quand c'est rendu que le président dit « casse-toi, pauvre con », tu sais, quand c'est rendu que le président dit « mec », mec, alors, ça a des origines plus que roturières. Je veux dire, c'est vraiment une expression des bas-fonds de la fange de la société. Puis, bon, tout le monde le dit maintenant, tout le monde dit toujours la même chose. On dirait qu'il n'y a plus de niveau de langage, il y a moins d'inventivité, à part, évidemment, justement, quand on va dans des secteurs ethniques de la société où là, il y a un bouillon qui est en pleine... Une imagerie. Oui, c'est ça. Plus fort. C'est souvent justement de ces parties-là, des marges, que viennent les nouvelles expressions qui vont éventuellement pigmenter le discours après, tu sais. Mais et c'est là, bizarrement, c'est toujours de là que vient la plus
forte dose d'énergie, quoi. Eh ben, ça sera pas long. En France, on a eu presque uniquement de la très 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 généreuse critique sur Sans Connaissance. Le défaut de la critique de Sans Connaissance, c'est qu'elle s'est étendue sur un an. Donc, il y a eu les trucs majeurs sont venus alors que les bouquins étaient pratiquement plus en librairie. Ça, c'est la vie, quoi. Il faut vivre avec. Et au Québec, silence total. C'est comme si je l'avais pas fait. Tu as fait beaucoup, tu as parcouru des dizaines de milliers de kilomètres en vélo. Tu as traversé plusieurs pays. Combien de pays tu as traversé? Ah, c'est con, j'ai même pas calculé ça. Je suis sûrement une quinzaine. Une quinzaine. J'ai pas fait la Scandinavie, mais bon, j'ai fait, disons, de l'Europe de l'Ouest à l'Europe extrême Est. Tout le tour, quoi. Quels ont été tes coups de cœur et tes coups de gueule lors de tes voyages en vélo? Mes coups de cœur, ça a été les pays desquels je m'attendais à pas grand-chose. Par exemple, on m'avait toujours dit beaucoup de mal de l'Allemagne, de sa nourriture, de ses gens. Fouille-moi pourquoi. L'Allemagne, c'était le coup de cœur. J'ai rencontré là des gens que je peux pas évoquer sans avoir des frissons. Des gens d'une immense générosité, des gens à l'intellect extrêmement développés mais ouverts. C'est possible de discuter avec des Allemands qui changent leur position en cours de route. Ils te disent merci, tu m'as fait apprendre un truc. Et c'est possible aussi qu'ils essaient de te montrer quelque chose que tu sais pas et qu'ils te le présentent d'une telle façon que tu as envie de l'apprendre. Et peut-être toi aussi tu sors à la fin avec une opinion altérée. Mais pour ça, là, je vais faire une fausse note. Mais ouais, l'Allemagne, c'était magnifique. Je m'attendais à ce que la Pologne soit géniale et que les Polonais le soient parce que tous les Polonais que j'avais connus étaient géniaux, étaient super. Et effectivement, j'ai à peu près rencontré que des Polonais géniaux et super. Donc, c'est un peu décevant. Mais la Pologne, je vais y retourner. J'ai gardé beaucoup d'amis là-bas. J'ai pédalé avec plein de gens. Par contre, je m'attendais à beaucoup de la Suisse. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai toujours aimé le chocolat. Je me suis dit, ah, la Suisse, j'avais hâte à la Suisse, quoi. Et puis, la Suisse, ça n'a pas été super chouette. Ils ont un magnifique réseau de pistes cyclables et ils ont une population très, très intéressante, mais il y a des côtés à la Suisse qui sont incompatibles avec ma façon de vivre, quoi, ma façon de voyager. Ben, moi, je voyageais sans le sou en espérant pouvoir planter ma tente un peu partout. En Suisse, c'est extrêmement difficile. Les gens nous dénoncent. Les gens ne veulent pas vraiment nous héberger. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait et je les en remercie 100 fois plus parce que dans le contexte comme ça de pingrerie générale, c'est... Froideur aussi. Oui, c'est un peu... c'est un peu froid. Puis bizarrement, c'est moins froid dans la Suisse allemande. Enfin, ça, c'est des généralités alors que j'ai un échantillonnage très peu scientifique. Mais moi, j'ai eu plus d'accueil, plus de chaleur du côté allemand. Moi, quand je suis en haut d'une montagne, je regarde l'horizon. Je vois pas de ligne pointillée. Puis là, je pointe mon guidon, puis je descends une côte, puis j'arrive peut-être en Croatie, j'arrive peut-être en Serbie, j'arrive peut-être au Monténégro. Quand tu regardes une carte, là, les pays ont des couleurs différentes. Moi, je crois pas à ça tellement. Je crois pas tellement à cette... je pense que c'est des... C'est vraiment des chimères, c'est des chaînes qu'on nous met au poignet, ces histoires-là de pays, tu sais. Puis, quand tu passes une frontière, t'as des gens qui parlent slovaque d'un côté de la frontière, puis t'as plein de gens qui parlent slovaque de l'autre côté de la frontière. Puis t'as des gens qui s'appellent Kaczynski d'un côté de la frontière, puis t'as des gens qui s'appellent Kaczynski de l'autre côté de la frontière. Puis la frontière, c'est vraiment une ligne qui a été tracée par des aristos qui avaient envie de se partager des zones du territoire. Puis il est vraiment temps, comme race humaine, qu'on atteigne l'âge adulte, puis qu'on dise, regardez là, si vous voulez, vous restez chez vous, puis vous faites vos affaires, mais vous venez plus nous écœurer. On portera plus des guns, on tirera plus sur nos confrères, sur nos consoeurs, on cassera plus des portes pour rentrer chez le monde perquisitionner. Non! C'est assez.
Les pays, j'y crois pas. Je crois pas au gouvernement. Je crois pas aux lois. Je crois pas à toutes ces balivernes. J'y crois absolument plus. Tout ça, c'est totalement virtuel. Tant que la loi fait leur affaire, elle existe. Quand la loi fait plus leur affaire, c'est le baillon, c'est prorogé, c'est salut mon ami, ciao bye. T'as plus le droit de boire ton verre d'eau. C'est tout. Demain, on va dire, t'es obligé de boire ton verre d'eau. C'est tout. Voilà. Après, mais tu fais la même chose qu'avant. Toi, tu bois ou tu bois pas ton verre d'eau. Tu deviens juste illégal. Puis on peut peut-être t'arrêter en pleine nuit parce que t'as pas bu ton verre d'eau. Parce que t'as bu ton verre d'eau. Ah, c'est fou, hein? C'est du banditisme. C'est juste... Ouais. Du banditisme international. On connaît la mafia là, qui passe avec son gros char et qui vend de la drogue dans la cour d'école. On connaît cette mafia-là. Ouh, elle est terrible, cette mafia. On fait des émissions de télé avec. Mais dans le fond, cette mafia-là, c'est une toute petite organisation de rien qui est dominée par une autre mafia habillée en uniforme avec des insignes, qui est dominée par une autre mafia qui est au Parlement, qui est dans les cours de justice, etc., qui est dominée par une autre mafia, qui est dominée par une autre mafia. Mais c'est toujours le même principe, c'est toujours l'omerta, c'est toujours la solidarité de classe, c'est toujours la domination masculine, militaro-industrielle. Financière, tu sais, puis on n'est pas obligé de suivre ça. On le fait parce que ça nous accommode bien. Mais si on se rend compte, il serait temps qu'on se rende compte qu'il y a autre chose. Puis le personnage de la solde, c'est un mec qui se fait chier dans une usine tous les jours pour un salaire qui justifie même pas le temps qui est immobilisé pour faire le boulot. Puis on est beaucoup là-dedans, tous et toutes. C'est ainsi que nous vivons. Puis, wow, il est temps qu'on grandisse, puis qu'on dise stop. Stop! Stop. En effet. Qu'on sorte de l'enfance ou de l'adolescence et qu'on devienne adulte. Qu'on redevienne adulte, parce qu'on a bien failli l'être. À une certaine époque. Ouais, je crois bien. À laquelle, selon toi? Je pense qu'à plusieurs époques, l'être humain a failli devenir adulte. Il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués. Ouais. Je crois que chaque fois, in extremis, l'espèce de maladie qui est inhérente au genre humain s'est reproduite. C'est une sorte de mousse, un créma comme dans le café qui monte au-dessus puis qui domine de façon naturelle. Leurs agissements sont pas naturels. C'est pas le fascisme, c'est pas naturel. J'entends souvent des gens dire « Oh, c'est normal, la guerre ». Non, la guerre, c'est pas normal. Les conflits sont normaux. De régler certains conflits de façon violente, c'est normal. Parce que c'est normal, c'est naturel. Le lion, il demande à l'antilope, est-ce que je peux manger ton foie, s'il te plaît? L'antilope dit non, je cours. Le lion dit, ben, je cours plus vite, puis il mange ton... Bon, la violence est là, l'agression est là. Puis c'est clair qu'entre deux groupes humains qui habitent la même vallée, qui partagent le même point d'eau, puis il y avoir des tensions, parce que des fois l'eau commence à s'assécher, puis c'est ton bébé qui va crever ou l'autre, puis là, ben, c'est au plus fort la poche. Ça, c'est naturel. La guerre organisée, des rangs entiers de millions de personnes qui vont aller se faire flinguer dans des tranchées, ça n'a absolument rien de naturel. Ça, c'est de la bullshit. C'est pas du tout issu de la nature humaine. Ça n'a rien à voir avec la nature humaine. Ça n'a rien à voir avec la moindre nature. C'est aussi artificiel que du crush. Ça vient de nulle part, quoi. C'est des inventions récentes, puis on a tendance à dire oui quand on propose un truc de façon formelle et ferme, puis on embarque, quoi. On embarque aussi parce que nos chums qui ont dit non se sont fait casser la tête à coups de crosse. On embarque aussi parce que notre femme est là, nos enfants sont là, puis on préfère peut-être sortir pacifiquement de la maison puis suivre les mecs dans le camion. Et c'est tout ça, hein, c'est les enjeux. Moi, je lance la pierre à personne, hein, mais je pense que c'est le temps de dire non. Oui, je pense qu'il est minuit moins 5. Non. Ouais. Je me souviens
méchant.